Il était une fois une jeune femme qui rêvait d'avoir un enfant. Après avoir attendu vainement pendant des années, elle commençait à désespérer. Un jour, elle décida de se rendre chez une vieille femme un peu magicienne qui lui dit « Cela n'est pas difficile, je vais vous aider. Prenez ce grain de blé, plantez-le dans votre jardin, devant votre porte, et vous verrez. » La jeune femme rentra chez elle, où elle planta le grain de blé. Dans la tiédeur du soleil, il ne tarda pas à germer. Bientôt, une plante se mit à pousser, mais ce n'était pas du blé. C'était une fleur aux pétales orange et jaune. La jeune femme, émue par leur beauté, les caressa doucement. Aussitôt, la fleur s'ouvrit. Dans son cœur était assise une minuscule petite fille, pas plus grande qu'un pouce. « Je t'appellerai Poussette », déclara la jeune femme rayonnante de bonheur. Et elle confectionna pour l'enfant fleur un berceau dans une demi-coquille de noix avec un soyeux pétale de rose en guise de couverture. Pendant plusieurs mois, Poussette et la jeune femme vécurent très heureuses dans leur jolie maison. Pendant que sa maman faisait le ménage, la fillette s'installait près d'elle pour lui raconter des histoires ou chanter. Mais ce bonheur ne dura pas. Une nuit, tandis que Poussette dormait dans son lit miniature, un horrible crapaud entra dans la chambre par la fenêtre entr'ouverte et s'approcha de la petite fille. « Comme elle est belle! Mon fils serait enchanté de la voir pour femme !» coassa l'animal. Ce disant, il saisit la coquille de noix entre ses pattes de devant et retourna chez lui dans la boue au bord de la rivière. « Vois donc ce que je t'ai apporté !» cria-t-il à son fils. « Ne la trouves-tu pas jolie ?» Le fils, qui était presque aussi laid que son père, roula d'énormes yeux ronds et poussa un coassement de surprise. « Tais-toi !» ordonna le père. « Tu vas la réveiller. Maintenant, tu dois lui bâtir une maison. Moi, je vais faire en sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper. » Et le gros crapaud emporta Poussette endormie sur une feuille de nénuphar au beau milieu de la rivière. Lorsque la petite fille se réveilla, le lendemain matin, elle se mit à pleurer en se découvrant entourée d'eau de tous les côtés. Et quelle ne fut pas sa frayeur en voyant soudain arriver le gros crapaud accompagné de son fils. « Je te présente ton futur mari, » lui annonça le père crapaud. « Il a construit pour toi une maison en boue et nous sommes en train de la décorer. Bientôt vous pourrez y habiter tous les deux. » Puis, ils la laissèrent à nouveau toute seule. Poussette pleura encore plus fort. Elle ne voulait pas épouser le crapaud ni vivre dans une maison de boue. Heureusement, la petite fille n'était pas vraiment seule. Les poissons de la rivière avaient tout vu et tout entendu. Ils s'approchèrent de la prisonnière. « Délivrez-moi !» les supplia-t-elle en sanglotant de plus belle. Émus, les petits poissons se mirent à mordiller la tige du nénuphar, tant et si bien qu'elle se brisa et que la feuille fut emportée par le courant de la rivière. Poussette était si heureuse d'avoir pu échapper au crapaud qu'elle se mit à chanter. Un papillon l'entendit et vint se poser près d'elle. Alors, Poussette prit un des rubans de soie qui ornait sa robe. Elle l'attacha d'un côté à la feuille de nénuphar et de l'autre autour du ventre du papillon qui s'envola en remorquant le frêle esquif. Mais un gros scarabée avait lui aussi entendu chanter la petite fille. Frappé par sa beauté, il décida de l'emmener chez lui au sommet d'un arbre. Là, il la fit asseoir sur une branche et lui donna un peu de nectar de fleurs, en lui disant qu'elle était vraiment très jolie et qu'il avait fort envie de l'épouser. Puis, il la présenta à ses amis, mais celles-ci jalouses protestèrent. « Bah, elle n'a que 2 pattes, on dirait un être humain, quelle horreur !» En les entendant, le scarabée changea d'avis et ne trouva plus Poussette aussi belle. Il la déposa au pied de l'arbre sur une pâquerette et lui déclara « Tu peux partir, je n'ai plus envie de t'épouser. » Partir? Mais où donc? Poussette ne savait comment retourner chez elle. Aussi, elle resta là tout l'été. Elle se tissa un petit hamac d'herbe et l'accrocha à l'ombre d'une feuille. Elle se nourrissait du pollen des fleurs et buvait la rosée du matin. Puis vint l'automne, bientôt suivi de l'hiver. Les fleurs se fanèrent et la robe de Poussette aussi, puisqu'elle était faite de pétales. La petite fille ne savait plus où s'abriter et elle eut bientôt froid et faim. Quand il se mit à neiger,
Poussette s'emmitoufla dans une feuille morte et partit à la recherche d'un endroit plus chaud. Peu après, elle arriva devant un trou creusé dans la terre. C'était le logis d'une souris des champs. « S'il vous plaît, supplia Poussette, donnez-moi un peu à manger. Je vais mourir de froid et de faim. »« Pauvre petite, viens chez moi, » offrit la souris des champs. « Il y fait bien chaud. Je t'invite à partager mon dîner. » Finalement, la souris complaisante proposa à Poussette de rester chez elle tout l'hiver. Poussette se plaisait beaucoup chez sa nouvelle amie, qu'elle distrayait par ses histoires et par ses chansons. Un beau jour, un ami de la souris vint leur rendre visite. C'était un vieux monsieur taupe qui était très riche. Il arborait une superbe fourrure noire et habitait une grande maison souterraine. « Si tu chantes et lui racontes tes plus belles histoires, suggéra la souris des champs, il voudra peut-être t'épouser. Alors, tu seras riche. » La pauvre Poussette n'avait pas du tout envie d'épouser ce monsieur taupe, mais elle ne voulait pas faire de peine à la souris qui s'était montrée si gentille pour elle. La taupe, charmée par la jolie voix mélodieuse de Poussette, invita celle-ci à manger chez elle avec son amie. Poussette et la souris des champs suivirent leur hôte dans les immenses couloirs de sa taupinière. Soudain, la fillette trébucha sur quelque chose de doux et de tiède. La taupe ouvrit une sorte de lucarne dans le plafond pour faire entrer un peu de lumière. « C'est une hirondelle, fit-elle. Les oiseaux n'ont pas de chance. S'ils n'ont pas émigré l'hiver, ils meurent de faim et de froid. » Et d'un coup de patte, elle repoussa l'oiseau pour libérer le passage. Mais la fillette avait beaucoup de chagrin. Toute la soirée, elle ne cessa de penser à la pauvre hirondelle. Et sur le chemin du retour, elle s'arrêta auprès de l'oiseau, se pencha et colla une oreille contre sa poitrine. Le cœur de l'hirondelle battait encore. Très, très faiblement, mais il battait tout de même. Cette nuit-là, Poussette attendit que la souris des champs se soit endormie pour retourner dans le couloir où se mourait la blessée. Elle couvrit celle-ci de brins de paille et d'herbe et lui donna à boire un peu d'eau sur une feuille. « Merci, mon enfant, » lui murmura l'oiseau. « Je me sens déjà bien mieux. Bientôt, j'aurai suffisamment de force pour voler. »« Oh non !» protesta Poussette. « Il fait trop froid dehors. Vous devez rester ici. » Poussette s'occupa de l'hirondelle tout l'hiver. Et pendant tout ce temps, elle raconta de belles histoires à la souris des champs et chanta des chansons à Monsieur Taupe. Le premier jour de printemps, la souris des champs annonça à son amie « Tu as de la chance, Poussette. Mon ami veut t'épouser. » Mais la petite fille éclata en sanglots désespérés. « Je ne veux pas devenir sa femme. Il est trop vieux et je n'ai pas envie de vivre sous terre. »« Allons, allons, » répliqua sèchement la souris des champs. « Ne te montre pas capricieuse. Il fera un excellent mari. Si tu profères encore de pareilles bêtises, je te mords avec mes petites dents blanches. » Le vieux monsieur Taupe vint ensuite les voir chaque jour. Mais plus la date du mariage approchait, et plus Poussette était malheureuse. Une nuit, alors qu'elle lui portait un peu d'eau sur une feuille, la fillette vit l'hirondelle en train d'agiter ses ailes. « Désormais, j'ai assez de force pour voler, Poussette. Tu m'as sauvé la vie. À mon tour, puis-je faire quelque chose pour toi ?»« Oh oui, emmène-moi loin d'ici, » implora Poussette en confiant son chagrin à l'hirondelle. « D'accord, tu vas monter sur mon dos et je m'envolerai avec toi vers mon pays. » Poussette et l'hirondelle suivirent le couloir et se retrouvèrent à l'air libre au moment même où le jour commençait à poindre. Puis, toutes deux s'envolèrent jusqu'à une très lointaine contrée où c'était déjà l'été. Là, l'hirondelle atterrit dans un champ de fleurs multicolores et posa son amie sur une tendre corolle. La fillette regarda autour d'elle. À sa grande surprise, elle aperçut debout sur la fleur un petit homme très élégant. Il n'était pas plus grand qu'elle et portait sur la tête une jolie couronne d'or, tandis que son mignon gilet semblait fait de pétales. C'était le roi des champs de fleurs. Chacune de celles-ci était habitée par un petit homme ou une petite femme, et le roi régnait sur ce gentil peuple. Quand il aperçut Poussette, elle lui parut la plus radieuse petite femme du monde. Tout ému, il s'inclina devant elle, ôta sa couronne et la posa sur la tête de la fillette. Puis il demanda « Veux-tu demeurer avec nous pour toujours et devenir notre reine des fleurs? Je t'épouserai si tu veux bien. » Poussette hésita un instant. Mais le jeune roi était si beau et il paraissait si charmant qu'elle accepta bien vite et sans regret. Alors, de toutes les fleurs,
sortirent des petits hommes et des petites femmes qui vinrent la féliciter et lui apporter des cadeaux. De toutes parts accoururent également des elfes et des fées aux ailes irisées. La plus petite des fées, elle était encore plus menue que Poussette, en remit une paire à cette dernière, qui put ainsi danser avec eux tous parmi les corolles épanouies. Quant à son amie l'hirondelle, elle voltait au-dessus du champ en lui chantant sa plus joyeuse chanson. Lorsque vint l'hiver, Poussette regagna avec son gentil roi le logis de sa maman. Cette dernière avait beaucoup pleuré la disparition de sa fille. Mais les charmants époux lui furent vite oublier son chagrin. Et chaque année, l'hirondelle revint très fidèlement chanter pour eux. Pourquoi la girafe ne parle pas? Autrefois, toutes les bêtes de la forêt parlaient. Et en ce temps-là, la girafe était la reine des animaux à cause de son long cou. Comme elle était plus grande que les autres, elle avait l'habitude de déambuler, la tête haute, en se parlant à elle-même. Mais cela ennuyait fort les autres habitants de la forêt que son bavardage empêchait de faire la sieste. Un beau jour, tous les animaux se réunirent pour chercher un moyen de faire taire la girafe. Le léopard osa même lui dire « Tu n'es pas tellement extraordinaire, reine girafe, car il y a des foules de choses que nous faisons beaucoup mieux que toi. »« Quelle chose ?» demanda la girafe très vexée. « Eh bien, tu ne cours pas aussi vite que moi, n'est-ce pas ?» lui susurra le léopard. « C'est ce que nous allons voir, chat impudent !» rétorqua la girafe. « Faisons un essai si tu l'oses. » Persuadé que le léopard allait gagner, tous les animaux vinrent assister à la course. Et les deux concurrents partirent. Bientôt, la girafe mena d'une encolure. Ensuite, le léopard gagna du terrain et la dépassa. Mais soudain, il vint buter tête la première contre un arbre et s'écroula sur le sol. L'ayant ainsi emporté, la girafe devint encore plus vaniteuse et se pavana dans la forêt la tête plus haute que jamais. Elle se félicitait publiquement d'être de loin supérieure à tous. De nouveau, toute la forêt résonna de ses vaniteux bavardages. Quelques jours plus tard, les animaux se rassemblèrent une nouvelle fois pour décider de ce qu'ils allaient faire pour y mettre fin. Mais seul le singe eut une idée. Il prit de la résine collante sur l'arbre à caoutchouc et, sautant de branche en branche, la répandit sur les plus hautes feuilles. Un peu plus tard, la girafe, passant par là, se mit à les brouter. Horreur! Chacune des bouchées qu'elle avalait demeurait collée dans son long gosier et refusait de descendre. Secouant le cou, la girafe s'en alla boire toute l'eau du lac. Mais en vain. Et lorsqu'elle ouvrit la bouche pour répéter, malgré tout, qu'elle était une bête admirable, elle s'aperçut qu'elle ne pouvait plus parler. La girafe était devenue muette. Sinbad et les îles inconnues. Je suis Sinbad, le célèbre marchand de Bagdad. Peut-être vous souvenez-vous de moi et de mes voyages extraordinaires? Mais vous ai-je jamais parlé du jour où nous avons accosté? Non, je ne crois pas. Eh bien, commençons par le début. Après avoir vécu une fort étonnante aventure dans la vallée des diamants, je m'étais retrouvé si riche que je pensais ne plus jamais m'éloigner de Bagdad. Cependant, je commençais bientôt à regretter mes voyages et décidai d'aller jusqu'au port de Bassora dans l'espoir de faire de nouvelles découvertes. Là, je choisis de m'embarquer sur un bateau étranger. Ce dernier était petit, le soleil brûlait et rapidement, l'équipage, fatigué, devint irritable. Aussi, quand la vigie aperçut une petite île à l'horizon, tous poussèrent des cris de joie à l'idée de pouvoir retrouver la terre ferme. Seul le capitaine se montrait sceptique. « Cette île ne se trouve pas indiquée sur mes cartes, » me confia-t-il. « C'est curieux, répondis-je. Mais ne vous en faites pas, capitaine.
nous ne nous y attarderons pas. Nous mîmes donc le cap sur l'île. Ses côtes paraissaient étonnamment grises dans le lointain et une foule d'oiseaux tournoyait au-dessus d'elle. Mais un étrange phénomène attira bientôt mon regard. L'île semblait bouger sous le soleil, sans doute sous l'effet de la chaleur. Nous mouillâmes près de la côte, puis nous descendîmes sur la grève, à l'exception du capitaine, toujours inquiet. Nous allumâmes un feu, fîmes rôtir de la viande, et les marins ouvrirent un grand tonneau de bière. Comme je suis un bon musulman, je ne bois jamais d'alcool. Aussi, après le repas, m'en allais-je marcher seul. Quel étrange endroit! Il n'était fait ni de sable, ni de terre. Sous mes pieds, je ne sentais qu'un sol dur et uniforme. Et mes narines étaient envahies par une forte et curieuse odeur de poisson. Soudain, les oiseaux s'envolèrent en piaillant, et l'île tout entière se mit à frémir, comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Je me retrouvai à genoux et entendis la voix du capitaine qui criait « Une baleine! Une énorme baleine! Remontez tous à bord !» Surpris, je regardai autour de moi. Je ne vis pas la moindre baleine à l'horizon. Brusquement, un puissant jet d'eau jaillit du sol près de moi et en un instant, je me retrouvai trempé jusqu'aux os et tout étourdi. Le capitaine levait l'ancre en criant de nouveau, mais j'arrivais difficilement à le comprendre. « Il faut partir! Baleine! L'avez réveillé! Baleine !» Je compris alors que ce que nous avions pris pour une île était en fait le dos d'une énorme baleine. Quand nous étions arrivés, elle somnolait à la surface de la mer et les flammes de notre feu lui avaient brûlé la peau. Et moi, Sindbad, je me trouvais sur sa tête massive. La peur me glaçait. À présent, la baleine battait les flots de sa queue puissante et s'apprêtait à plonger. Quelques marins réussirent à nager jusqu'au bateau, car les vagues avaient entraîné notre chaloupe vers le large, tandis que d'autres se noyaient. Et moi, je luttais contre les flots, priant Allah de me laisser la vie sauve, lorsque le tonneau de bière que les marins avaient apporté sur l'île surgit près de moi. Reprenant espoir, je m'y accrochai. Épuisé, je me contentais, durant des heures, de flotter sur cet océan hostile. Appeler au secours n'aurait servi à rien, puisque notre bateau avait dû s'éloigner pour fuir la baleine. Je me trouvais seul, à plusieurs centaines de milles de chez moi. La nuit se passa ainsi. À l'aube, une petite île apparut à l'horizon. Je nageais dans sa direction avec le peu de force qui me restait. J'étais si ému que mon cœur battait à tout rompre. Enfin, mon tonneau s'échoua sur le rivage et je m'étendis sur le sable chaud. Non loin de moi, une eau douce et fraîche s'écoulait d'une source, cachée au milieu d'un bouquet d'arbustes et de buissons. Ceux-ci étaient couverts de fruits mûrs et de baies bien sucrées. Après avoir loué Allah, je calmai ma soif et assouvis ma faim. Je regardais alors autour de moi. La plage était faite d'une très fine poussière d'or. Aussitôt, je décidai de me construire un radeau et de rentrer chez moi avec le plus d'or possible. Je me mis donc au travail. Je ramassai les plus grosses branches que je pus trouver et les liai avec le tissu de mon turban que j'avais heureusement gardé. Je remplis ensuite le tonneau de fruits et je le déposai sur le radeau. Puis, je bourrai d'or mes pantalons bouffants. C'est à peine si je parvenais encore à marcher. J'étais prêt à partir lorsque retentit un sifflement strident. Je levai la tête. Dans les arbres, près de la source, 6 terribles yeux luisants me fixaient. Bientôt, 3 énormes serpents rampèrent hors du buisson et vinrent vers moi, la gueule grande ouverte.
sans perdre une seconde, je courus vers la mer. Là, je me jetai sur mon radeau et le poussai furieusement vers le large. Je me croyais sauvé, mais les serpents entrèrent à leur tour dans l'eau, où ils se mirent à me poursuivre à toute vitesse d'une vague à l'autre. Petit à petit, ils se rapprochèrent et bientôt, ils commencèrent à dessiner des cercles autour de moi. Ensuite, ils passèrent à l'attaque et à grands coups de queue, ils entreprirent de détruire ma pauvre embarcation. Désespéré, je jetai les fruits hors du tonneau et je m'y réfugiai, m'y terrant comme un animal apeuré dans son trou. Dehors, les serpents tournaient dans un silence menaçant. L'un après l'autre, ils essayèrent de briser le tonneau à coups de queue et de tête. Mais heureusement, aucun d'eux n'y parvint, et ils finirent par s'éloigner en sifflant rageusement, tandis que le courant m'emportait. Je dérivai ainsi pendant 3 jours et 3 nuits. Au bout de la 3e nuit, alors que je désespérais de revoir jamais la terre, le tonneau heurta quelque chose où j'entendis résonner des voix. C'était le bateau sur lequel je m'étais embarqué. Le capitaine, qui ne croyait pas à ma mort, n'avait pas cessé de me rechercher. Mais il fut fort étonné de me voir sortir la tête du tonneau et encore plus de me retrouver couvert d'or. C'est ainsi que je rentrai, quelques jours plus tard, dans ma chère ville de Bagdad, sain et sauf, et encore plus riche qu'avant. L'arbre grognon. L'arbre n'était pas grand. Ce n'était qu'un pommier sauvage, à peine plus haut que la haie. Ses branches, noires et tordues, ne portaient que de toutes petites pommes aigres dont personne ne voulait. Et il ne cessait de grogner. La haie en avait vraiment assez. Le printemps venu, l'arbre continua à se plaindre. Tout à l'heure, il va pleuvoir, et peut-être encore demain. Le vent va souffler, il risque de briser mes branches. Le vent apporte aussi la tiédeur, répliqua la haie. Pire encore, continua l'arbre sans l'écouter, d'horribles oiseaux vont venir dévorer nos bourgeons. J'en ai assez de tes lamentations, déclara enfin la haie. Si tu n'as rien de mieux à dire, tu feras mieux de te taire. L'arbre se tut. Mais il continua à maugréer tristement pour lui-même, cherchant tout autour de lui de bonnes raisons de ronchonner. Le sol n'allait pas manquer de devenir boueux, la barrière allait s'ouvrir et les vaches entreraient dans le champ. Il y aurait trop de lapins en mai et il ferait un tas de dégâts. Et les oiseaux, par leurs cris stridents, gêneraient l'arbre dans son passe-temps préféré, lequel était justement de se trouver de bonnes raisons de gémir. La haie décida alors qu'il devenait absolument nécessaire de mettre un terme à ces lamentations. Mais comment faire? Le meilleur ami de la haie était Vieux Corbeau. Celui-ci aimait sautiller sous ses broussailles à la recherche de vers, tout en s'amusant à faire peur aux merles et aux mésanges. Il venait ensuite se poser sur la haie et admirait le paysage en bavardant. Un jour, que Vieux Corbeau était ainsi perché, la haie lui exposa son problème. « Comment donc pourrais-je empêcher l'arbre de se lamenter ?» lui demanda-t-elle. Vieux Corbeau réfléchit et répondit « L'arbre n'a pas de but dans la vie. Voilà pourquoi il ne cesse de se plaindre. » « Mais où peut-on trouver un but ?» s'informa la haie. « Généralement sous son propre nez » déclara Vieux Corbeau sentencieusement. Le printemps se fit plus chaud et la haie se couvrit de verdure. Comme tous les ans, du chèvrefeuille sauvage poussa parmi ses feuilles, les enlaçant de ses fleurs parfumées. « Arbre !» interrogea un jour la haie. « Qu'y a-t-il de pire dans ta vie ?» L'arbre resta d'abord muet devant cette question. Il y avait tant de choses. Ensuite, il commença à les énumérer. Non, non, je te demande une seule chose, la pire. L'arbre resta muet pendant des jours. Enfin, il chuchota d'une voix désespérée. La pire, c'est que personne ne m'aime. On me méprise parce que je suis laid. Mes fleurs ne durent que quelques jours avant de s'envoler. Mes feuilles ne sont pas belles et mes fruits sont immangeables. Cela n'est rien, compatit la haie.
Je pourrais demander à Chèvrefeuille de grimper sur ton tronc et sur tes branches. Tu serais couvert de fleurs parfumées et d'un épais feuillage. Mais il y a un ennui. Lequel? Dis-le vite. Eh bien, Chèvrefeuille n'y tient pas. Il dit que tu grognes trop souvent. L'arbre resta un moment silencieux. Puis il murmura: « Et si je promets de moins gémir, le persuaderas-tu de venir près de moi? Si tu parviens à ne pas te lamenter durant une année entière, peut-être que oui, avança la haie. » Pendant toute l'année, l'arbre ne se plaignit pas une seule fois. Même quand vint la sécheresse de l'été, même quand il plut durant tout l'automne ou que le vent glacé de l'hiver souffla. Et un matin, au printemps suivant, Chèvrefeuille allongea vers lui une mince tige. De jour en jour, celle-ci grandit et grandit. Elle entoura bientôt le tronc et les branches de l'arbre. En mai, ses feuilles vertes encadrèrent les fleurs blanches du pommier. Et quand le vent de juin les emporta, Chèvrefeuille ouvrit des corolles parfumées, jaunes et roses pâles. De ce jour-là, l'arbre ne ronchonna plus jamais. Par un jour d'hiver, Vieux Corbeau dit à la haie: « Je n'entends plus l'arbre se plaindre. Il a dû trouver un but dans la vie. Lequel? Demande-le lui, dit la haie. » Alors, Vieux Corbeau vola jusqu'à l'arbre et lui demanda quelle raison de vivre il avait trouvé. « Impossible de te répondre pour le moment, Corbeau. Je suis en train de protéger Chèvrefeuille du vent. »« Mais il est tout brun et tout dénudé puisque c'est l'hiver. C'est normal. »« Oui, dit l'arbre, mais il compte sur moi pour prendre bien soin de lui jusqu'au printemps. Alors, il deviendra plus grand et plus fort que l'an dernier. Et l'année d'après, il sera si beau que tu pourras à peine me voir. » Vieux Corbeau et la haie étaient ravis. L'arbre était si bien occupé par sa raison de vivre qu'il ne grogna plus jamais. Le grand combat du petit ogre. Au royaume des ogres rouges, dans un village fait de boue, vivaient, il y a bien longtemps, une maman et un papa ogre avec leur fils nommé Petit Ogre. Tous trois étaient très heureux. Le papa de Petit Ogre était très grand, avec une peau rouge vif, des dents vertes et sur la tête, 3 belles cornes. La maman de Petit Ogre n'en avait qu'une seule, à rayures rouges et vertes. Mais elle possédait 3 yeux au lieu de 2. Petit Ogre, lui, était tout rose et n'avait pas de cornes du tout. Contrairement à ses parents, il était très intelligent. Il savait déjà lire, écrire et compter. Il avait aussi très bon caractère. Pour devenir rouge, tous les petits ogres doivent tuer un dragon. Un beau jour, le papa de Petit Ogre décida qu'il était grand temps pour son fils d'un oxyrin. Oui, mais Petit Ogre refusait absolument de tuer les animaux. Pire encore, il était devenu, en secret, l'ami d'un dragon jaune, de très vieux et très sage Zagon. Petit Ogre se réfugiait volontiers dans la chaude tanière du monstre. Zagon lui parlait des autres dragons et aussi des ogres dorés, qui sont bons et intelligents. Hélas, quand le papa de Petit Ogre découvrit cette amitié, sa colère fut terrible. Sa peau devint rouge sombre. De la fumée lui sortait du nez et ses cornes lançaient des éclairs. Il poursuivait son fils en hurlant. « Par tous les dieux, les dragons sont faits pour être tués, pas pour lier amitié avec nous. Si tu veux être un ogre digne de ce nom, va chez lui et abats-le. » Petit Ogre courut à toute vitesse jusqu'à la tanière de Zagon. Là, il lui raconta toute l'histoire en pleurant à chaudes larmes et il lui demanda conseil. « Toi, tu dois fuir, » répétait-il à son ami. Ce dernier le considéra alors pensivement. «
Non, je ne fuirai pas. Mais toi, tu pourrais devenir un ogre doré, dit-il enfin. Les ogres dorés, eux, ne tuent que s'ils y sont vraiment obligés. Mais comment donc parviendrais-je à devenir un ogre doré? Demanda Petit Ogre. Il me faudra accomplir d'abord un geste fantastique, et je suis si petit. Écoute-moi bien, mon enfant, reprit Zagon. Très loin d'ici, au pied d'une montagne, se trouve un pays où tous tremblent de peur. Et de quoi ont-ils peur? Interrogea Petit Ogre. D'un horrible monstre visqueux, poursuivit Zagon. Le soir, il se glisse hors de sa grotte et va ramper dans les villages, dévorant hommes et dragons. Derrière lui, il laisse une traînée de bave verte. Le dragon entraîna Petit Ogre dans sa bibliothèque et lui montra des livres qui parlaient du monstre. « Mais, dis-moi, Zagon, pourquoi aucun ogre ne l'a-t-il jamais tué ?» s'étonna Petit Ogre. « Il est trop fort, trop terrible, » expliqua Zagon. « Et puis, on ne peut le tuer que lorsqu'il dort, au fond de sa grotte, et le passage qui y mène est très étroit. »« Mais, moi je suis petit, je pourrais me glisser dans ce passage, » répliqua Petit Ogre. « Et là, je tuerai le monstre en le transperçant avec l'épée de papa. »« Il te faudra d'abord traverser un pont glissant, au-dessus de la bête endormie, » précisa Zagon. « Quant à l'épée, tu devras la lui enfoncer dans le cœur. »« Vite, ne perdons pas de temps !» s'écria Petit Ogre. Et il courut chercher l'épée de son père. À pas de loup, il pénétra dans la maison. Étendu sur le divan, son papa ronflait et sa maman était sortie. Sur la pointe des pieds, Petit Ogre se dirigea vers la vitrine fixée au mur. Enfin, l'épée était entre ses mains. Puis, Petit Ogre s'envola sur le dos de Zagon vers le repère du monstre. Pour parvenir jusqu'à lui, Petit Ogre et Zagon volèrent par-dessus les monts durant 6 jours et 6 nuits. Finalement, ils atteignirent un pays désolé où il n'y avait ni arbres, ni fleurs, ni animaux. On ne voyait que des pierres entourant une inquiétante montagne noire. Sur les pentes de celle-ci luisaient, çà et là, de curieuses traînées de bave verte. Un peu partout blanchissait des squelettes entiers d'ogres et de dragons et de toutes les créatures que le monstre avait dévorées. Petit Ogre et Zagon étaient arrivés à la tanière de la redoutable bête. Le dragon vola autour de la montagne. « Oh, regarde !» cria-t-il soudain à Petit Ogre. « Voilà le trou par lequel le monstre sort la nuit. » « Mais comment parvient-il donc à grimper si haut ?» demanda Petit Ogre. « En rampant, mon enfant, » murmura Zagon. « Il est si collant qu'il ne dérape pas. Et la bave qu'il laisse sur son chemin est si glissante que nul ne peut le suivre. »« Mais, » rétorqua Petit Ogre, « nous n'avons pas à y grimper puisque nous volons. »« Tu as raison, » concéda Zagon, qui s'éleva à tire-d'aile. Une fois devant l'entrée du tunnel, Zagon s'agrippa de ses fortes griffes au rebord de pierre. « Vite, saute !» commanda-t-il. « Je ne puis plus tenir, je glisse !» Petit Ogre ferma les yeux et sauta. Il se retrouva juste devant l'entrée du trou. Mais alors, il commença à glisser sur la bave verte. Il allait tomber dans le vide. Zagon le rattrapa de justesse. Puis, il le projeta dans le tunnel. Comme il y faisait sombre. De plus, tout était recouvert de bave verte, poisseuse et puante. Malgré son dégoût, Petit Ogre se mit à ramper à 4 pattes. Ses mains pataugeaient dans la boue et ses genoux s'engluaient. Mais il poursuivait courageusement sa progression.
Soudain, il perçut un très étrange grondement, lent, profond et régulier. C'était le cœur du monstre qui battait. Puis, une lueur inquiétante l'enveloppa, émanant de l'horrible bête. Petit Ogre avait atteint l'extrémité du tunnel. Il déboucha dans une immense caverne, occupée toute entière par le gigantesque corps du monstre. On eût dit une mer verdâtre. Des centaines de tentacules émergeaient et des dizaines d'yeux clos flottaient à la surface. Un pont de pierre surmontait le tout. C'était celui que Petit Ogre devait emprunter pour se rapprocher du cœur de la bête. Rassemblant tout son courage, Petit Ogre saisit son épée et s'avança. Il avait du mal à marcher car le pont était recouvert de bave. Enfin, il parvint au-dessus du cœur du monstre. Mais soudain, Petit Ogre bondit en arrière. Un des tentacules lui avait effleuré la jambe. Hélas, comme il reculait, son pied glissa. Aussitôt, Petit Ogre brandit sa grande épée vers l'avant afin de recouvrer son équilibre. Mais l'épée vint frapper le pont et le bruit résonna dans toute la grotte, réveillant le terrible monstre endormi. Un à un, les yeux de la bête s'ouvrirent et son cœur se mit à battre plus fort. Elle découvrit Petit Ogre tout seul sur le pont. Lentement, elle étendit ses puissants tentacules autour de son assaillant. Ce dernier sautait de tous côtés pour leur échapper. Mais les dangereux tentacules surgissaient de toutes parts et le cernaient de plus en plus. Petit Ogre les frappait vainement de son épée. Comment allait-il pouvoir atteindre le cœur du monstre? Alors Petit Ogre se souvint des paroles de Zagon. « Sois brave et réfléchis. Réfléchis, réfléchis !» se répétait-il, cependant que les épouvantables tentacules se rapprochaient toujours davantage. Les longs bras visqueux le frappaient comme les lanières d'un fouet. C'était maintenant ou jamais. Sans hésiter davantage, Petit Ogre sauta et, l'épée en avant, plongea vers le cœur sombre. Il ferma les yeux, puis, rassemblant ses forces et son courage, il enfonça son arme droit dans la grosse boule battante. Ce fut l'explosion. Dans un dernier râle, pareil au grondement du tonnerre, le cœur éclata. Aussitôt, le corps entier du monstre se mit à s'agiter, mais aussi à se ratatiner. Bientôt, il ne resta plus qu'un petit avers et inerte, pareil à un vieux ballon dégonflé. Quant à Petit Ogre, il était tombé la tête la première dans un torrent de vase verte, et il flottait sur la boue. Brusquement, la vase projeta Petit Ogre hors du trou. Il allait s'écraser sur les rochers lorsque Zagon le saisit entre ses pattes. « Bien, mon garçon, bien. Tu as tué le monstre. Je savais que tu réussirais. Tu es un héros, mais je pense que tu devrais te laver pour enlever toute cette boue. » Et le dragon transporta son ami au bord d'un lac. « Allons, Petit Ogre, commence par te laver les mains. Tu vas avoir une surprise. » Petit Ogre obéit, et quand il sortit les mains de l'eau, il n'en crut pas ses yeux. Ses menottes n'étaient plus rugueuses ni roses. Voilà qu'elles étaient toutes douces, toutes brillantes et surtout toutes dorées. Alors il sauta dans l'eau, tout excité. Petit Ogre se lava tout entier. Lorsqu'il émergea, il était doré de la tête aux pieds. « Je suis un ogre doré !» balbutia-t-il. « Oui, mon garçon, tu l'es devenu parce que tu es brave. Et tu n'as pas tué le monstre par haine, mais par sagesse. Grâce à toi, la vie est revenue dans ce pays désolé. Regarde autour de toi. À l'emplacement du triste désert, un splendide jardin est apparu. Mais souviens-toi bien, tu ne resteras un ogre doré que si tu ne tues pas, à moins d'y être obligé. »« Mais papa sera fâché.
protesta Petit Ogre. Ne crains rien, lui promit Zagon. Il sera fier d'avoir pour fils un ogre doré.